Bonjour et bienvenue dans Scénographie des possibles. Le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères afin de comprendre les enjeux de la scénographie aujourd'hui, à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir la scénographe et régisseuse Charlotte Arnaud. Accueillir, c'est hyper important et se faire accueillir aussi. Bon, il y a un truc dans le documentaire aussi souvent de l'incruste, quoi, de venir s'incruster dans un endroit qui est pas le nôtre. Depuis sa sortie de l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre en 2015, Charlotte Arnaud travaille sur l'idée d'un théâtre vernaculaire. Désormais en région parisienne, elle réalise principalement des scénographies pour le théâtre documentaire. Son travail est double, à la fois ancré dans le spectacle vivant et en même temps inspiré par des collectifs d'architectes comme les ex-Exist Nicolas Henninger et Fred Kiff. Charlotte Arnaud collabore avec différentes compagnies comme le groupe d'artistes et de chercheurs Gongle. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Neil Dinch, grâce à qui nous avons pu nous rencontrer. Charlotte Arnaud travaille également avec les compagnies Fiction Collective et la communauté Inavouable, et elle fait partie des membres du collectif La Grosse Plateforme. Je vous invite à aller en description de l'épisode pour avoir accès à toutes les références que nous évoquons ensemble. Cet épisode a été enregistré à distance. Je m'excuse si la qualité sonore de notre conversation est parfois moins agréable à écouter. Avec Charlotte Arnaud, on a parlé des espaces qui la font rêver aujourd'hui, de co-curiosité et de co-création, et aussi de l'importance d'être à l'écoute d'un lieu sur un temps long. Je n'en dis pas plus et bonne écoute. Bonjour Charlotte, merci de me recevoir aujourd'hui. Comment tu vas ? Ça va, merci, et toi ? Je suis contente de pouvoir échanger sur ton travail de scénographe. Alors, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais ? Alors, moi je m'appelle Charlotte, du coup je travaille dans la scénographie, surtout du spectacle vivant. Dans mes études, j'ai fait un design d'espace à l'école Boulle et j'ai fait des études en scénographie théâtrale à l'ENSAT à Lyon, une école de théâtre. Et du coup, je suis sortie en 2015 en faisant un mémoire sur le théâtre vernaculaire. Et c'est un peu cette recherche qui m'a amenée à travailler avec des compagnies qui se questionnent sur le réel au théâtre, donc plutôt des compagnies documentaires ou qui font du théâtre participatif ou ce genre, enfin en tout cas qui brassent ce genre de questions. Et comment est-ce que tu définirais ton travail de scénographe ? Là, moi, comme je le vis, c'est un accompagnement très serré de la mise en scène. Enfin, ça dépend vraiment des équipes et de la méthode du travail du metteur en scène et de la constitution de l'équipe en général. C'est un peu en train de changer, mais moi jusqu'ici, voilà, il y avait un travail vraiment très en amont des projets. Quel va être le contexte, voilà, spatial, enfin où est-ce qu'on va jouer déjà, quel type de dispositif et quel type de jauge on met en place pour ensuite voilà venir accueillir un acteur, une parole ou des participants. Et ensuite ça se décline tout au long du projet sur la construction concrète de cet espace-là jusqu'au détail des objets, des accessoires et de tout ce qui va être visuel sur le spectacle. Et tout à l'heure, tu parlais de scénographie vernaculaire. C'est un concept qui t'a intéressé lors de tes études. Aujourd'hui, comment est-ce que tu reprends cette idée-là ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, ça m'est venu un peu de mes lectures en architecture. Après, j'ai travaillé 6 mois avec du coup Nicolas Henninger du collectif Exist. Ouais. Et voilà un peu toute la famille de jeunes architectes qui sont issus un peu de la pensée de Patrick Bouchin en architecture, donc de qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui vernaculaire, parce que ça a un sens un petit peu galvaudé de pittoresque et touristique ou typique en fait de certaines régions. Du coup, il y a des archis qui se demandent
qu'est-ce que, si on reprend un peu son sens originel des gens qui vont se mettre à construire quelque chose pour eux, avec les moyens qu'ils ont autour d'eux, que ce soit les moyens les matériaux locaux, la main d'œuvre locale, donc leur auto-organisation, etc. Et qui vont vraiment construire autour d'eux quelque chose qu'ils vont utiliser et qui du coup par l'usage va prendre une forme particulière, en opposition très forte à l'architecture d'aujourd'hui où il y a quelqu'un qui donne l'idée du projet, quelqu'un qui le finance, quelqu'un qui le dessine, d'autres personnes qui le construisent, et enfin des usagers, voire il y a encore plein de strates et d'intermédiaires différents, mais voilà, tout ça est très très séparé, et du coup souvent quand on se retrouve à vivre dans un espace, c'est surtout pas nous qui l'avons dessiné, surtout pas nous qui l'avons construit, et surtout pas nous en fait qui en sommes maîtres et acteurs, et du coup cette logique là de devenir soi-même constructeur, le collectif existe, quand je travaillais avec eux, il y avait vachement cette question-là de mettre un peu une visseuse dans la main de tout le monde, que chacun puisse devenir acteur de l'espace dans lequel il vit, dans lequel il fait des projets, que tout puisse se transformer tout le temps. Il y a un impact aussi sur l'environnement, c'est une autre logique d'impact à l'environnement, c'est-à-dire tout est démontable, tout est modulable, on construit ce dont on a besoin. Il y a pas de dalle béton, il y a pas de choses qui s'ancrent vraiment pour toujours dans un espace, donc il y a un rapport à l'environnement aussi qui est différent de l'architecture contemporaine. Et du coup, je me suis demandé, quand même moi, travaillant plus dans le spectacle vivant, qu'est-ce que ça pouvait être pour le théâtre, comment on pouvait mettre en parallèle cette question-là, la question du vernaculaire au théâtre, ce serait quoi? Ça voudrait dire quoi un théâtre vernaculaire? Et du coup, après, j'ai beaucoup travaillé avec Gon qui avait une démarche depuis longtemps sur ces questions-là on a des outils, en fait, au théâtre. Pour préciser, qui est Gongle, c'est une compagnie, c'est un groupe de chercheurs et d'artistes. C'est un groupe d'artistes et de chercheurs, Voilà, qui est basé à Montreuil et qui travaille à la fois sur le rapport entre le sport et l'art. C'est Neil Dinch qui est la directrice artistique de Gongle et la metteuse en scène des projets, directrice de la compagnie. Donc voilà, c'était juste pour resituer qui est Gongle pour celles et ceux qui connaissent pas. Donc t'as beaucoup travaillé avec eux, et qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler de cette manière-là par rapport à ces notions de théâtre vernaculaire? Comment ça a cheminé en fait dans ton travail? Eh bien, Gongle, du coup, il y a vraiment Neil Dinch réfléchissait beaucoup à ces questions-là de comment on se sert des outils du théâtre, plus forcément pour faire des spectacles, mais pour interagir les uns avec les autres, et du coup comment ça peut nous servir à mettre en lien et des milieux qui ont rien à voir entre eux. Donc c'est de là qu'est né vachement le rapport entre art et sport. Mais il y a aussi des projets sur la science, il y a plein de choses, et voilà, des milieux qui sont très différents. Comment le théâtre en fait donne des outils pour discuter, pour interagir et pour créer des formes, comment se mettre en scène, se représenter, écrire, tout ça, en fait, nous on est un peu des experts de ça, mais en fait il y a plein d'autres milieux, je pense aux supporters ou ou même aux chercheurs en sciences, etc., qui ont les mêmes, qui ont d'autres outils en fait pour ces mêmes questions, et du coup comment on les compare, on les confronte, on les mixe, et on arrive du coup à des formes souvent très 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 hybrides. Voilà, ça peut aller de la micro-édition au collage dans l'espace urbain, en passant par la performance, le théâtre, le spectacle, le podcast. Ils font plein de choses, quoi. Et il y a un rapport, il y a un rapport aux gens non professionnels du théâtre, que ce soit des participants à des projets, des habitants de quartier, des salariés de n'importe quelle entreprise, des joueurs de pétanque, des supporters de foot, des milieux associatifs divers et variés. Il y a vraiment comment on fait du théâtre avec eux, non pas en les incluant nous dans une démarche théâtrale classique, c'est-à-dire nous on a notre processus de création et on va s'appliquer à intégrer du monde, mais plus dès le départ comment on peut penser quelque chose ensemble qui nous est utile à tous. C'est bizarre formulé comme ça, mais et dans le vernaculaire il y a vraiment cette question là.
voilà, poussé à l'extrême, ce serait quoi un théâtre fait localement par des gens qui ont envie d'en faire, pour eux, avec le matériau qu'ils trouvent là, avec les équipes qu'ils trouvent sur place, et à quoi ça leur servirait en fait, plus qu'un outil de représentation d'un spectacle qui est créé dans n'importe quel CDN et qui va tourner dans n'importe quel CDN ensuite, peu importe le territoire et peu importe le contexte en fait. Dans les échanges qu'on avait eu ensemble avant en off, tu parlais de co-curiosité aussi, et c'est peut-être là aussi cette démarche-là du vernaculaire, de pas apporter le théâtre dans un endroit à des gens, mais au contraire de co-créer avec les gens qui sont sur place. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que eux ont envie de dire et comment déjà ils sont en train de dire les choses. Enfin, c'est quoi leur moyen de représentation en fait. C'est ça que moi je trouve passionnant. Et en scéno, il y a beaucoup ces questions-là parce que il y a beaucoup d'expressions scénographiques qui existent dans plein de milieux différents. Enfin, Gong m'a fait découvrir tout le milieu des supporters qui font des tifos incroyables où il y a une expression graphique et spatiale de fou. Comment ils portent leur message, comment ils créent du spectaculaire, parce que eux ils ont des outils d'organisation pour ça déjà existants, mais c'est valable aussi dans le sport, dans d'autres sports, c'est valable dans la pétanque, c'est valable, même dans les collectifs d'habitants ou même dans les manifs. Il y a plein de groupes auto-organisés qui ont déjà des moyens scénographiques d'expression de messages ou de points de vue ou même d'autres de construction d'espace pour s'organiser, pour vivre ensemble. Et du coup, nous, on regarde comment ils font, on se demande comment nous on fait, et on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Et donc, tu disais que tu avais travaillé avec plusieurs compagnies de théâtre documentaire. Comment tu fais pour passer d'un univers à l'autre? Est-ce que les différents univers, du coup, s'enrichissent? Pour toi, quelle est ta manière de travailler avec ces différentes compagnies? Comment je passe d'une chose à l'autre, c'est surtout dans le dialogue avec les metteuses et les metteurs en scène, qui sont à chaque fois les porteurs de projets. Ouais. Et surtout, là, moi, dans les projets avec lesquels je bosse, c'est non seulement des metteuses en scène, mais aussi des autrices ou des auteurs. Ouais. Okay. C'est-à-dire que c'est eux qui sont vraiment à l'origine du propos du projet, de qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter et comment ils vont le mettre en place. Et du coup, elles et eux ont déjà des méthodes et des images qui sont très différentes d'une compagnie à l'autre. Et du coup, moi, il y a déjà cette première étape à chaque fois que je travaille avec quelqu'un de comprendre comment il ou elle fonctionne, où est-ce qu'il ou elle a envie d'aller. Et du coup, c'est ça qui forcément fait un peu me pousse à envisager à chaque fois les choses d'une manière nouvelle en scénographie. C'est-à-dire que le point de départ est jamais le même parce que la personne qui porte le projet est nourrie d'une démarche et d'un parcours artistique à chaque fois très très différent, et du coup avec des références différentes. Et du coup, ça c'est assez passionnant aussi de rencontrer quelqu'un, voir d'où il vient, quelles sont les œuvres, eux, ou les personnes avec qui il a travaillé auparavant, qui ont construit sa manière de voir et le théâtre et la scéno et l'écriture et le propos, qu'est-ce qu'il y a besoin de raconter aujourd'hui. Et du coup, c'est ça qui fait qu'à chaque fois, on part d'un nouveau départ. Mais après, pour moi, c'est aussi très intéressant de voir à quel moment ça se rejoint. Tiens, là, t'arrives à telle question-là, et il se trouve que cette question-là, quand je travaillais avec telle autre personne, on s'était posé aussi et on l'avait résolu comme ça. Ou bien, en fait, nous, on avait fait ça, avec telle autre compagnie, on avait tel outil, est-ce que là, c'est pas ça qui nous débloquerait ça? Ou finalement, aussi d'autres moments à l'inverse où moi, j'ai proposé un outil que j'ai déjà utilisé avec d'autres compagnies, et en fait, en me disant c'est bon, on peut faire comme ça. Et en fait, le contexte du projet fait que c'est pas applicable de la même manière. Et du coup, ça s'enrichit. Moi, j'enrichis à chaque fois un projet du projet précédent ou de l'autre que je suis en train de mener en même temps sur ces trucs-là, des contraintes et des idées de chaque metteuse en scène. Me permet de trouver d'autres idées pour d'autres projets, en fait. Maintenant, on va aller plus vers du concret. Est-ce que tu peux nous parler d'un spectacle là pour lequel tu as fait une scénographie récemment, et comment ton espace était articulé et comment les spectateurs
circulait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça changeait? Qu'est-ce que la scénographie, elle transforme, en fait, dans un spectacle? Qu'est-ce que ça permet concrètement, une scénographie, par rapport à ce que tu fais? Écoute, si on est dans le gong, on va rester oui, dans le gong. ou d'autres... Ouais, non, mais je pense que c'est peut-être le plus... le projet le plus... que je viens de finir, qui est peut-être le plus abouti. Ouais. C'est la cosmologie du cochonnet, donc il y a un projet hyper protéiforme qui est... justement, que Niel Dinch a commencé à mener dès 2015, que le groupe d'artistes et de chercheurs a commencé à mener il y a 5 ans déjà. Donc moi que j'ai rejoint vraiment en cours de route. Et donc il y a eu des performances, il y a eu des ateliers en collège, il y a eu des expérimentations, des interviews, enfin plein de choses qui se sont passées. Et une des dernières étapes là, c'était un spectacle de rue, qui était fait pour jouer sur les terrains de pétanque. Okay. Et qu'on a joué du coup dans une version finale début octobre 2020. J'ai plus de notion du temps du coup même. Et là, la scénographie, la question avec Gong, c'était comment on détourne un peu les objets de la pétanque, parce que c'est un spectacle qui parle et de pétanque et d'astrophysique, et des liens qu'il pourrait y avoir entre ces deux milieux-là, ou des liens qu'il n'y a pas entre ces deux milieux-là, et de comment ces deux groupes, ces deux milieux qui se fréquentent pas ou peu ont des échos, se font écho l'un à l'autre, quoi. Et du coup, comment on détourne des objets comment on détourne des objets, des accessoires, un visuel très pétanque pour parler d'astrophysique. Est-ce que les boules de pétanque, le tour du terrain, etc., peuvent devenir des outils pour expliquer des phénomènes physiques. Et la pétanque, ce que ça a de beau, c'est que c'est un sport très très silencieux, et aussi finalement visuellement, parce que tout est concentré sur le sol. Et du coup, il y a la qualité du terrain qui est hyper importante, mais c'est assez subtil. Pour un non-initié, de voir où est-ce qu'il y a des creux, des bosses, ou est-ce que le gravier est trop gros, trop fin, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est du... il y a vraiment cette question-là du sol. Donc déjà, il y a un truc très humble, très beau. Et du coup, nous, on a travaillé un peu là-dessus. On a travaillé sur comment on fait le tour du terrain, et comment nos mots à nous peuvent venir s'inscrire sur ces tours-là en bois qui servent aussi d'arrêt des boules quand on tire, Pour décrire, vous aviez des tasseaux sur lesquels vous aviez réécrit des mots qui sont communs au vocabulaire de la pétanque et à celui de l'astrophysique. Okay. Et qui jalonnent un peu le spectacle, qui lui est structuré avec une bande son d'une narratrice qui raconte son histoire, son enquête, et toutes les rencontres qu'elle fait, et qui se plonge de temps en temps dans des concepts d'astrophysique, de temps en temps dans des questions techniques de pétanque, et une marionnettiste en fait qui est sur scène et qui active tous les objets. Vous étiez du coup sur un terrain de pétanque. Ouais, c'est ça. Un terrain qui a l'habitude d'être utilisé. C'était. Exactement. C'est un lieu. Ouais, c'est un lieu où il y a de la pratique. Et du coup, c'était la question, tu vois, de comment tu en tant que spectateur, t'es sur un terrain de pétanque. Nous, on voulait quand même garder très 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 visible et lisible pendant le spectacle la vie du club, en fait, qui est des gens qui jouent en fond de scène, sans être du tout figurants, quoi, des joueurs qui vivent leur vie, en fait, et que ça fasse partie intégrante du spectacle, les passants aussi, la buvette du club avec la vie du club, des gens qui rentrent, qui sortent, que tout ça soit perceptible durant le spectacle. Donc un truc quand même assez intégré, et voilà, qu'on se ferme pas du tout au contexte extérieur, mais tout en même temps en marquant qu'on fait spectacle. Moi, je pense que ça reste quand même assez important de dessiner une scène, dessiner un endroit où il se passe quelque chose qui se passe pas d'habitude, et du coup là, le public est en L, donc ça crée forcément une espèce d'angle avec un point de vue, même si le spectacle est aussi ouvert à tous les points de vue, vu qu'on est intégré dans un espace public qui puisse être audible et visible. Même pour les personnes qui vont le regarder du coin de l'œil, soit en jouant à la pétanque, soit en étant assis sur un banc public, et sans vraiment vouloir s'intégrer
Enfin, c'est là où la démarche aussi, elle est un peu intéressante de Gong. C'est voilà, en fait, il y a des spectateurs de théâtre qui vont venir, qui vont s'asseoir, qui vont se taire, qui vont regarder, qui vont écouter hyper religieusement un spectacle du début à la fin. Et puis il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette pratique-là, mais à qui on a quand même envie de s'adresser et qui du coup voilà vont jamais venir sur les sièges prévus pour les spectateurs, mais qui vont se poser quelques minutes sur un banc public où ils peuvent jeter un œil, qui vont écouter un peu le spectacle tout en discutant avec leurs voisins, tout en continuant leur partie. Voilà, les joueurs de pétanque, ils sont très très souvent juste devant leur buvette, donc assez loin de là où nous on répétait, où on jouait, et du coup ils s'intègrent, enfin ils donnent pas du tout, avec nos codes à nous, ils donnent pas du tout la sensation de venir écouter, mais en fait en discutant avec eux ensuite on se rend compte que au contraire ils sont super attentifs, ils savent très bien ce qui se passe et ils nous posent des questions ensuite et on échange ensuite dessus. Donc voilà, il y avait cette espèce d'espace qui doit à la fois s'intégrer au lieu, marquer qu'il y a un spectacle et à la fois quand même laisser la possibilité à tout type de public de jeter une oreille ou un œil, quoi, et que ça fasse partie du dispositif vraiment. Et donc, ce qui est intéressant avec ton dispositif, c'est que peu importe en fait qui on est et d'où on vient et l'intérêt qu'on a au théâtre ou pas, et l'habitude qu'on a d'aller au théâtre, on peut vivre ce moment-là de la manière qu'on a envie, et ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est par rapport à la question de la légitimité parfois d'aller au théâtre pour des gens qui font de la pétanque ou qui font de l'astronomie, qui, à la différence des amateurs de théâtre, vont pas aller dans des théâtres. Là, ce qui est intéressant avec la démarche de Gong, c'est que vraiment, même quand t'es pas initié, t'as le droit en fait de comprendre ce que tu veux de ce qui se passe. Et avec cette scénographie-là dont tu parles, c'est ça en fait. Peu importe le point de vue d'où on vient, on vit ce spectacle-là d'une manière différente. Oui. Enfin, on le vit tout court, quoi. On a la possibilité de le vivre. Après, il y a énormément de compagnies de spectacles de rue qui réfléchissent à ces questions-là, parce que de base, quand tu joues dans l'espace public, du coup, forcément, tu t'adresses à des gens et tu croises des personnes et des spectateurs potentiels que tu ne vois jamais dans les théâtres. Donc, c'est pas du tout le même type ni d'adresse, ni de... ni de scénographie, justement. C'est pas la même construction d'image, c'est sûr, Tu parlais des retours des pétanqueurs après le spectacle. Dans d'autres scénographies que t'as fait, quels ont été les retours des spectateurs? Est-ce que t'as eu un petit peu des ressentis ou est-ce que t'as ressenti un peu ce qui se passait? Ouais, bien sûr. Alors, je cherche de quel exemple parler. Si on reste dans l'espace public avec Fiction Collective, je les avais accompagnés sur 2 spectacles du coup qui racontent l'histoire de à chaque fois d'un quartier de Montreuil et qui prennent place dans ce quartier-là. Enfin, c'est-à-dire le spectacle se joue dans le quartier duquel on est en train de parler et de raconter l'histoire. Et donc et c'est une déambulation. Donc on va jouer une scène dans chaque lieu et le spectateur va se balader, va passer d'un endroit à l'autre pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec nous. Et donc là, on est complètement aussi dans l'espace public, donc avec toutes ces joies, c'est-à-dire aussi du monde qui se joint au groupe spectateur juste pour une scène, pour 2, qui nous suivent dans tous les espaces extérieurs, puis qui rentrent jamais dès qu'on va dans un espace couvert. Et là, ce qui était assez touchant aussi, c'est les spectateurs du coup improvisés, on va dire ça comme ça, qui sont du coup des habitants du quartier. Or, nous, on racontait l'histoire du quartier. Qui viennent du coup entendre parler en fait d'eux et de leurs voisins et de l'histoire des lieux dans lesquels ils vivent, et qui du coup étaient super émus par ça, et là peuvent rajouter aussi des anecdotes en disant mais là moi j'ai vécu ça, c'est vrai qu'à telle époque, comme vous avez dit, il y avait ça, mais enfin voilà, rajouter le plus possible d'informations aussi de comment eux ils perçoivent la chose, vu que nous on apporte forcément des points de vue hyper subjectifs, quoi. Donc là, mais il y avait un peu cette même question on parle de choses très locales et qui concernent directement les gens qui sont à côté de nous, en fait. Voilà, et après, forcément, dès qu'on est dans le théâtre, c'est d'autres types de retours où il y a moins...
Enfin, si, il peut y avoir des retours sur la scénographie à partir du moment où... Enfin, moi, les retours que j'ai le plus souvent, c'est sur la place du spectateur, même dans les boîtes noires, quoi. Est-ce qu'on est en frontal, très près, très loin? Est-ce que la scène est surélevée et que du coup, on est assis à plusieurs mètres du ou des comédiennes? Est-ce que on est assis sur scène avec eux, etc. Et ça, c'est des choses qui, je trouve, changent vachement la perception et qui sont très présentes dans les retours et qui changent complètement la manière dont on voit une histoire se raconter au plateau. Là, je parle plus de des choses qui peuvent tendre vers la fiction et qui sont plus théâtrales dans le sens dans une boîte noire éclairée, mise en scène. Une boîte noire, pour préciser juste ce qu'est une boîte noire pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est le théâtre classique dans lequel on va aller, où il y a tout l'équipement, à la fois lumière, son, et on va être dans quelque chose d'adaptable à toutes les situations. C'est-à-dire que c'est la feuille blanche un peu des équipes théâtrales. Voilà, c'est ça. On a décidé que c'était ça un peu notre base à tous et l'avantage de ce code-là, c'est que quand on pense un spectacle dans une boîte noire n'importe où, en fait on peut aller jouer à peu près dans n'importe quelle boîte noire. Bien sûr, à chaque fois il y a des contraintes justement de jauge, de disposition du public, de matériel technique à disposition ou pas, mais quand même du coup les spectacles qui sont construits dans ce genre d'espace peuvent aller d'un espace à un autre, peu importe dans quelle ville, dans un contexte rural, urbain, peu importe. En fait, on retrouve nos repères et on peut reconstruire exactement les mêmes images à Besançon ou à Amiens, quoi. Ouais. Et contrairement à la rue où bien sûr on est hyper dépendant du contexte urbain dans lequel on s'inscrit, quoi. Ok. Je sais plus de quoi on parlait juste avant. On parlait de la manière dont chacun ressentait un spectacle par rapport à la distance, mais on peut aller peut-être maintenant. Aujourd'hui, là, on est en janvier 2021, dans le contexte lié au Covid-19. Toi, là, comment tu vois les choses par rapport à ton travail de scénographe? Comment est-ce que tu as envie d'imaginer l'année qui vient? Grande question. C'était bizarre cette année pour tout le monde, cette année précédente. Là, il se trouve, le premier confinement a tout arrêté. Il y a quand même eu des sortes de, les gens avec qui je travaille sont des gens qui ont une énergie incroyable et une envie de rebondir à toute situation. Donc, on a fait des trucs sur Zoom, il y a quand même eu une volonté d'avancer coûte que coûte dans les projets ou de quand même créer des rencontres par téléphone, par visioconférence, par vidéo interposée, enfin bref. Voilà, mais c'était quand même plus radical. Là, le confinement de cet automne-hiver, on a quand même pu répéter. Et du coup, il y a un truc assez étrange de pouvoir continuer à travailler entre nous, répéter et créer, mais sans aucun public. Enfin, à la fois c'est faux parce que on a pu faire quelques sorties de résidence avec quelques personnes, mais il y a quand même, je me rends compte que c'est étrange à la longue de créer sans montrer, sans savoir quand est-ce qu'on va montrer, et surtout sans moi aller voir d'autres choses, parce que finalement c'est quand même, je me rends compte que c'est assez important que ça me manque plus que ce que j'imaginais de quand je suis en création, d'aller voir d'autres spectacles et de me mettre à la place de spectateur très régulièrement et de voir des œuvres pensées par d'autres, vraiment, et d'avoir cette sensation-là du spectateur assis en salle au milieu d'un groupe, etc. Ça nourrit en fait très très fort. Enfin, c'est un peu évident, mais je pensais pas que ça l'était autant au quotidien, quoi. Là, tout à coup, créer des pièces, c'est super agréable d'avoir du temps de création, et en plus du coup nous on profite parce qu'on a des grands plateaux, parce que les spectacles jouent plus, donc finalement on a des conditions de résidence qui sont encore plus royales qu'avant. Bon, après ça dépend vraiment des compagnies, hein. Là moi je suis un peu privilégiée sur les projets sur lesquels je bosse, mais voilà, il manque un peu la création des autres autour en fait, qui est un peu nécessaire, je trouve. Et du coup, donc là actuellement, comment tu vas travailler? Tout à l'heure dans la discussion qu'on avait, tu parlais d'ateliers, notamment ateliers participatifs. Qu'est-ce que tu as envie de développer là au niveau spatial comme dispositif? On a envie de développer donc
Et je redonnais un peu les grandes lignes du projet ou pas? C'est un projet qui s'appelle Anatomie d'une playlist. Ouais. C'est ça? Que tu portes et que tu mets en scène aussi pour le collectif La Grosse Plateforme, pareil, basé en région parisienne. Tout à fait. C'est un projet que vous avez commencé à jouer en 2019, que vous avez eu toute une série de résidences. Et là, aujourd'hui, maintenant, tu veux le réarticuler d'une autre manière. Oui, on a produit une forme frontale, en fait, où on avait un spectacle en dispositif frontal qui dure 1h15. Et on a envie, donc c'est un questionnement sur la musique pop, les grands tubes de la chanson, la variété, enfin un peu toutes les musiques qui peuplent nos vies et notre quotidien, comment elles nous construisent, comment elles ont construit notre vision du monde et notre rapport aux autres, et comment elles l'illustrent aussi, comme ta playlist en fait va qu'est-ce qu'elle raconte de toi, de ton milieu social, de ta génération, de tes envies et tes échecs, quoi. C'est assez quand même lisible dans chaque playlist, et on travaille beaucoup sur le lien entre le rapport intime à une musique. Voilà, moi cette chanson-là, elle parle de ça pour moi, la capacité très très forte qu'on a à se réapproprier des textes de la pop, enfin il y a la capacité très très forte qu'ont les compositeurs de pop à faire que tout le monde puisse s'approprier ces chansons. Voilà, et comment une chanson parle d'un instant précis et d'une anecdote précise pour toi est extrêmement intime, et à la fois partagée par des millions, voire des milliards de personnes. Aujourd'hui, les tubes ils circulent sur la planète entière, il y a des milliards de vies. Avec TikTok en plus. Exactement, ouais. Et du coup voilà, ce pont-là entre intime et universel, en passant par les hymnes chantés en soirée ou autre. C'est quoi tous ces liens-là, en fait, entre ce qui nous touche personnellement et ce qui nous est commun. Et du coup, ça, on l'a un peu exploré en nous-mêmes, en parlant de nous, notre génération, de notre rapport à la pop et au monde aujourd'hui. Et on ouvre cette année une recherche sur les d'autres playlists, et du coup d'autres publics, d'autres générations, d'autres milieux sociaux que les nôtres. Et qu'est-ce qu'ils écoutent, pourquoi ils l'écoutent, qu'est-ce que ça leur raconte, c'est quoi leur intimité vis-à-vis de ces chansons à eux, et sur quoi ils se rassemblent en fait, et avec quelles chansons ils s'opposent aussi, parce qu'il y a plein de clivages. Et du coup, dans le dispositif, là, la première idée serait de travailler vraiment sur les dédicaces. Du coup, une chanson, ça raconte quelque chose de nous, mais quelle chanson on aurait envie d'adresser, en fait, voilà, hyper intimement à quelqu'un qu'on connaît, ou même peut-être un message plus large, mais à partir du principe, voilà, je m'appelle je m'appelle Françoise et je voudrais dédicacer longtemps de Amir à mon petit doudou que j'aime, voilà. Comment on développe ça et que ça crée des récits qui s'adressent les uns aux autres, et donc aller chercher un peu toutes ces voix, et comment ça on les fait se répondre, on les fait se mettre en scène, comment on laisse devenir des échos entre tous ces messages, quelle carte invisible ça trace ces chemins d'une voix à l'autre, et du coup sûrement que le dispositif final ce serait une sorte de sanctuaire un peu des dédicaces, avec certaines qui seraient diffusées en son, d'autres remises en scène par les acteurs, d'autres dansées même par les participants eux-mêmes, qui viendraient, justement, tu parlais de TikTok, l'importance un peu des réseaux sociaux, on s'est beaucoup inspiré des commentaires YouTube aussi, de ces espaces d'expression-là, où une musique est un prétexte pour raconter un événement, une histoire, et surtout délivrer un message à quelqu'un qui est là, ou qui est absent, ou qui est parti. Et du coup, ces formats-là aussi courts de danse sur TikTok, même de chant, comment on peut les retranscrire, comment c'est un peu une version virtuelle, en fait, des karaokés traditionnels. Et du coup, moi, je suis complètement fascinée par cette capacité à se mettre en scène sur quelques secondes, jusqu'à 3-5 minutes. Enfin, vraiment, la durée d'une chanson, tac, on a un mini-spectacle qui se crée avec un personnage qui arrive, qui prend les mots d'une autre personne, d'un chanteur, qui copie certaines attitudes ou une manière de se tenir, ou de parler, de s'exprimer, et qui à la fois va en faire sa propre mise en scène, sa propre histoire, sa propre interprétation, et du coup va nous raconter quelque chose avec ça. Et c'est très bref, c'est souvent très très intense, et voilà, ce qui est très intéressant dans les réseaux sociaux aussi, c'est à qui c'est adressé,
et qui répond à quoi et comment, et toute cette carte que ça tisse. Du coup, on aurait vraiment envie de travailler là-dessus, sur des territoires précis, en fait. Quelle est la playlist de Grenoble, quelle est la playlist de Clichy-sous-Bois, quelle est la playlist de l'Ardèche, enfin je sais pas, selon l'échelle des territoires, mais voilà, en tout cas on va partir dans cette recherche-là. Ok, donc après au niveau du dispositif, il faut dire que vous êtes en cours de création, que normalement votre dernière résidence c'est au cours du mois de juillet 2021, donc que le spectacle sera visible à partir de la rentrée 2021. On croise les doigts pour que ça puisse se faire. Tout à fait. Est-ce que t'as un théâtre dont tu rêverais ou un espace dont tu rêverais que t'aurais envie pour essayer de redonner un peu d'énergie là dans ce moment un peu plus compliqué? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais mettre en espace là bientôt, ou un lieu dans lequel t'aimerais exprimer autrement ton travail de scénographe? Moi, je rêve un peu d'espace public, un peu croisé. Enfin, c'est le rêve de beaucoup de monde, et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, et c'est assez génial. Et là, ça me manque d'autant plus qu'on a peu d'espace pour se retrouver. Enfin, la vie sociale en région parisienne, c'est quand même énormément les bars et les lieux culturels, les associations culturelles et sportives. Et là, tout ça n'existe plus, et donc ça me fait d'autant plus rêver à un lieu comme ça qui serait complètement mixte, quoi, qui pourrait intégrer et des associations de quartier dont les démarches sont hyper riches et qui ont un lien très 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 fort au territoire et aux habitants, qui savent vraiment fédérer des groupes comme ça et créer des réseaux et d'entraide et d'apprentissage assez magiques. Et voilà, donc je pense aux certaines maisons de quartier, comment ça pourrait se superposer à des clubs sportifs et des lieux où on pourrait venir aussi à la fois pratiquer le théâtre, à la fois venir créer quand on est professionnel. Enfin voilà, un lieu qui mixerait pratique amateur, pratique professionnelle, du théâtre, des arts visuels, de la performance et du sport et des cultures au sens large, des cours de cuisine, aux cours de peinture ou de tissage. Mon rêve, ce serait un lieu justement qui arriverait vraiment dans une logique très territorialisée, très locale, à croiser vraiment toutes ces pratiques-là, quoi. Pas seulement une grande salle où telle heure à telle heure il y a tel projet, et telle heure à telle heure il y a telle autre action, mais que tous ces trucs-là trouvent des liens sans cesse entre eux et se construisent ensemble, et voilà, quelque chose de très 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 interdisciplinaire. Et parce que je pense que c'est dans ces questions-là qu'on trouvera aussi un renouveau, juste purement du point de vue esthétique et artistique. C'est en croisant avec d'autres pratiques qu'on trouvera des nouvelles formes et qu'on enrichira vachement nos démarches, en fait. Un lieu qui permette, avec le hasard des rencontres, de faire éclore des choses qu'on n'avait pas prévues et qu'on n'avait pas imaginées. Le hasard des rencontres, ou aussi une volonté d'alliance. Des alliances qu'on n'est pas encore, qu'aujourd'hui on est souvent peu capable d'imaginer, parce qu'on soit on les sous-estime, soit on est tellement aussi happé par notre milieu et ses contraintes qu'on n'imagine pas faire un projet avec équipe de je sais pas de cuisinières amatrices qui cuisinent pour le quartier, ou avec moi je dis des exemples un peu débiles, mais ou comment vraiment créer un projet de performance exigeant, avec des enfants qui pratiquent j'en sais rien, le badminton, des choses qui à mon avis peuvent se croiser beaucoup plus et s'enrichir vraiment les uns les autres, quoi. De quels outils on a besoin les uns chez les autres pour faire alliance, en fait. Et par rapport à ce mélange de statuts, c'est intéressant aussi, parce que donc t'as à la fois le statut du professionnel qui se mélange avec le statut de l'amateur, et tu peux pas demander non plus les mêmes choses à l'amateur comme au professionnel. Et du coup, comment on peut entremêler ces deux pratiques-là pour faire que tout le monde s'y retrouve avec le temps qu'il a à donner? Comment ça se passe, cette articulation-là, toi, dans ce que tu fais? Entre amateurs et professionnels? Pour que tout le monde puisse avoir le temps, donner le temps dont il dispose et qu'il a envie de donner. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire on peut pas demander à des participants de venir faire un projet parce que nous, ça nous... on trouve ça beau, ou j'en sais rien, d'avoir cette personne-là sur scène. Il faut qu'elle aussi, elle ait quelque chose en face...
que ça lui apporte quelque chose, que soit ce qu'elle porte sur scène, c'est un message qu'elle a envie de dire ou qu'elle est déjà en train de dire par d'autres moyens, et là, ça lui donne une autre visibilité, ou bien que ça la fasse travailler sur... voilà, il y a beaucoup de projets documentaires où les personnes, je sais pas comment on pourrait appeler, les témoins ou les personnes qui deviennent les sujets de la pièce, rentrent elles-mêmes dans une démarche de recherche sur leur propre histoire, sur leur propre quartier, et que ça leur apporte quelque chose. Vraiment, donc voilà, c'est trouver justement comment dire, une démarche qui nous intéresse tous à part égale, en fait. Que personne se mette au service de quelqu'un, enfin, si d'une certaine manière, mais que voilà, qu'il y a un intérêt de chaque côté, parce que si justement les amateurs souvent n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les professionnels, mais du coup quand on se demande, alors lui, on demande à quelqu'un qui voudrait participer à un projet, ce serait quoi votre intérêt là-dedans, en fait, ça va donner des idées pour la création qui sont hyper riches, et qui nous permettent du coup de co-construire. En fait, le truc, c'est co-construire quelque chose ensemble, c'est-à-dire si t'arrives avec un projet déjà défini, pensé par une équipe artistique professionnelle, et que voilà, tu t'essaies d'intégrer des gens là-dedans, ils auront pas du tout la même... le projet sera beaucoup moins riche, et eux auront beaucoup moins de temps à y consacrer que si il est co-construit dès la base, il est co-inventé, co-pensé, et du coup, il est beaucoup plus hybride et beaucoup plus riche à mon sens. Est-ce que tu as des clés ou des pistes pour bien réussir cette co-construction, ou des choses à pas du tout faire, justement, comme ce que tu dis d'arriver avec un projet, mais quelles pistes tu pourrais donner à celles et ceux qui ont aussi envie de mêler ces deux pratiques-là, mais où ça fonctionne pas toujours, il y a un rapport de force qui peut être là? Moi, je pense que en tout cas, les gens avec qui je travaillais, que ce soit à Gongle ou Fiction Collective, ou même le collectif La Cavale, j'ai l'impression que le temps, pas que c'est passé du temps, en fait, beaucoup bien en amont, un temps d'enquête, entre gros guillemets, qui est en fait un temps d'immersion pour vraiment bien comprendre les enjeux des gens à qui on s'adresse, comment ils fonctionnent, comment ils s'expriment, vers où ils vont et d'où ils viennent, et que ça demande énormément de temps, et que eux nous rencontrent aussi et comprennent de la même manière d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait tout ça. Ça, j'ai l'impression que ça se crée vraiment, vraiment sur la durée, d'être sur place longtemps, en fait, tout simplement. Et que à partir de là, une fois qu'on s'est un peu apprivoisé mutuellement, je pense que les idées ensuite viennent toutes seules de « Ah, mais en fait, on a tous les deux envie de parler de ça », ou « On a tous les deux telle question », ou alors « moi, ma question, c'est ça », « Ah oui, moi, c'est pas exactement ça, mais c'est plutôt ça », et on va trouver un truc commun. Et je pense que vraiment, le penser le plus en amont possible, en fait, que ça devienne vraiment une équipe à part entière. Ouais. Et ça me fait penser à une anecdote dont on avait parlé aussi tout à l'heure. Tu parlais de Patrick Bouchain. J'avais entendu que lors de Metavilla en 2006 à la Biennale d'architecture de Venise, il avait réuni autour de lui un grand nombre de collectifs d'architectes, et en fait il avait juste passé le balai, et les spectateurs pouvaient rentrer, et lui il passait le balai, et donc il discutait avec les gens qui arrivaient. Et c'était une manière aussi de prendre le contact avec les visiteurs et de les rencontrer, et ça change un peu de statut. C'est vrai que quand on est là en permanence à accueillir ces personnes-là qui passent, la relation, elle est complètement différente. Par rapport à ce que tu dis, ça a du sens. Ce truc de faire équipe avec les gens avec qui on travaille. Accueillir, c'est hyper important, et se faire accueillir aussi. Il y a un truc en documentaire aussi souvent de l'incruste, quoi, de venir s'incruster dans un endroit qui est pas le nôtre. Et ça, en fait, moi, je l'ai quand même beaucoup vécu avec les joueurs de pétanque, en fait, où au début, moi, je me sentais très peu légitime de m'intégrer dans leur microcosme qui est pas du tout le mien. Et en fait, à force d'incruste, en fait, t'es accueilli vraiment. Et du coup, avec tous les codes de l'accueil, et ça, et là, il y a vraiment une relation qui se tisse aussi, d'accepter d'être accueilli. Mais en fait, du coup, ils m'offrent ça, ils me mettent ça à disposition, ils me proposent ça et ça comme aide, et ça, c'est déjà le début du projet, en fait. Tu vois, c'est déjà des ressources de qu'est-ce qu'on va faire ensemble ensuite. C'est vrai. Voilà.
Et après, bien sûr, accueillir aussi ce dont on parlait. Une fois que nous, on a fait le spectacle sur le terrain, comment on les accueille là-dedans, Et effectivement, l'anecdote du ballet, c'est ce truc-là d'être le moins surplombant possible, en fait, et d'être le moins dans un apport de savoir ou de vérité. Bon, après, c'est un point de vue un peu personnel, mais moi, je trouve que c'est difficile de faire ça quand on vient du théâtre, parce que le théâtre, c'est typiquement, classiquement, ce truc-là de mettre en lumière une parole, une voix, avec un gros public en face qui est dans le silence, dans l'écoute, dans la réception totale, quoi. Donc du coup, forcément, ça amène ce truc-là hyper, je sais pas, presque de l'ordre de la conférence et de la diffusion d'une seule et même voix, peu importe ce qui se passe en face, quoi. Enfin, après, il y a plein de spectacles qui sont entre tout ça, et il y a des acteurs qui commencent par passer le balai, non, j'exagère, mais qui instaurent un rapport bien plus direct au spectateur, etc. Mais il y a quand même ce premier code du théâtre qui est certains parlent et d'autres écoutent, qui forcément peut biaiser très vite dans ce truc-là unilatéral, en fait. Et je me demandais comment, donc tu parles de temps long, donc tu vas être présente sur un spectacle pendant très longtemps, donc ça peut être une année, plusieurs années. Et comment ça se passe une fois que c'est terminé? Comment tu t'en vas? Quelles traces tu laisses? Est-ce que tu laisses des traces ou est-ce qu'il y en a pas? Est-ce que c'est que des souvenirs? Comment se passe le moment où toi tu pars ailleurs et les gens continuent leur vie aussi sans ce spectacle-là? Il y a des petits outils. Après, c'est vrai que quand même, une fois que c'est fini, c'est fini. Comment dire, les traces qui restent. Je suis pas sûre que j'ai beaucoup d'exemples en tête de choses matérielles qui soient vraiment restées sur place, enfin, de choses très concrètes. Après, voilà, c'est une rencontre sur quelques années et qui se termine. Enfin, forcément, ça laisse des traces et il s'est passé des choses qui. Mais bon, enfin, comment dire? Non, je sais pas comment dire. Après, concrètement, il y a toujours une séparation un peu en étapes, de clôturer le projet, puis faire un bilan ensemble, puis se retrouver. Dans les compagnies à qui je travaille, il y a beaucoup de cette question-là de l'analyse de ce qui s'est passé ou de la trace, donc avec beaucoup de travail de petites éditions, de traces soit sonores, soit vidéo, mais beaucoup aussi papier, de comptes rendus d'ateliers qui deviennent en fait des espèces de petits objets, de petits livres. Fiction Collective avait aussi beaucoup fait ça, une expo aussi à partir d'images et de vidéos tournées sur les spectacles, qui permettent des moments où on se retrouve pour échanger autour de ces bilans-là. Je sais qu'on avait fait aussi des soirées, des moments de rencontre, enfin des moments de rencontre, de retrouvailles peut-être, qui permettent en fait d'espacer un peu cette séparation aussi dans le temps. Et il est assez intéressant aussi ce moment-là où on fait le bilan ensemble et il s'est passé ça dépend, hein, quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois entre la fin du projet et ce moment-là, et du coup de voir qu'est-ce qu'on en retient chacun, et c'est très différent. Et souvent, oui, c'est juste la joie d'avoir été ensemble, d'avoir échangé, d'avoir réfléchi à des choses ensemble, d'avoir créé quelque chose de commun. Et savoir un peu ce que chacun en retient et travailler des petits objets autour de ça qui sont un peu des mini traces matérielles. Ouais, je vois ça un petit peu comme traces de séparation, quoi. Ouais, des traces qui sont présentes mais qui s'effacent petit à petit, où la place, vous avez pris une place assez importante à un moment donné, et après c'est du décrescendo, quoi. Ça fait crescendo et décrescendo. Bon, alors maintenant, on va changer de sujet. Comme on est enfin, changer de sujet, non, plus ou moins. Comme on est dans un podcast où on parle de scénographie, d'espace éphémère, et que c'est un outil principalement visuel, est-ce que tu aurais un exemple d'espace qui, toi, t'a vraiment inspiré et t'a redonné de l'énergie et envie d'agir ou de créer, et où ta perception elle était différente, où tu t'attendais à un truc au départ et qu'en fait ça a été complètement différent? Alors je cherche. Un espace qui en tant que spectatrice, tu t'es dit ah ouais, j'aimerais bien
y avoir pensé, ou il y a ça qui est intéressant? Bah alors peut-être que ce que je peux te raconter, ce à quoi je pense, c'est pendant le premier confinement, en fait, j'ai fui en Ardèche. Et il s'est passé... Enfin, du coup, c'était assez inédit pour moi. Il y avait un long chemin avec un super point de vue, enfin un peu sur les hauteurs, avec vraiment une point de vue sur la plaine et tout, juste derrière la maison dans laquelle j'étais. Donc, quasi tous les jours, je faisais la même marche de 1 heure et quart. Bon, je trichais par rapport à ce qui était marqué sur mon attestation, mais... Donc voilà, et donc on est arrivé en mars et on est reparti en mai. Ouais. Et moi, j'avais jamais vraiment vécu ça à la campagne, mais c'est-à-dire que les premiers jours, j'ai fait la balade, il y avait encore de la neige, il faisait très froid, la nature était complètement morte, enfin, en hiver. Et du coup, chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau, une nouvelle plante, des nouvelles feuilles. Il y a eu 3 jours où il y a eu des papillons à fond. Et du coup, je marchais de manière de plus en plus automatique sur ce chemin-là, et j'avais vraiment du coup jamais pratiqué ça parce que on est toujours, enfin moi personnellement, mais je pense beaucoup de monde, toujours à la recherche de choses nouvelles. On va jamais faire 2 fois la même chose. Quand on est quelque part en voyage, on va essayer de voir un maximum d'endroits. Et donc voilà, il y a eu un peu cette contrainte-là de faire tout le temps la même marche. Et c'est devenu un peu une scénographie pour moi parce que j'ai beaucoup écouté de choses. Alors j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté la musique, et on a aussi, enfin voilà, avec la communauté inavouable du coup Chloé Chabot, avec qui je travaille aussi, on a fait des petits tests où elle lisait un texte raconté à une seule personne en marchant autour de chez elle. Et du coup, on a essayé de le tester un peu à distance comme ça. Donc on était 2 ou 3 au téléphone. Donc moi avec mon casque, et elle nous lisait son texte, qui en plus est un d'autofiction, pareil, mais et où les personnages, enfin c'est une retrouvaille en fait de 2 amis qui se sont pas parlé, enfin qui se sont quittés très brutalement à l'adolescence et qui se retrouvent 30 ans plus tard, et qui se retrouvent en faisant une marche également le long de la Sologne, et qui se racontent un peu leur vie, et qui n'arrivent pas à parler vraiment du moment où elles se sont séparées. Bref, et du coup, elle nous lit ce texte-là, et nous, on est 3 auditrices, et on est à 3 endroits très différents, et on marche chacune dans l'endroit, dans notre périmètre, dans notre kilomètre autorisé. Et donc moi, je refais évidemment la marche que je fais tous les jours, et où du coup, voilà, j'étais extrêmement seule sur ces chemins-là, avec un paysage à la fois que je connais par cœur, et à la fois sur laquelle venait du coup se superposer ce récit-là, cette voix. Et c'est quelque chose que j'ai un peu découvert là, de ce truc-là, de soi-même faire défiler des images, par la marche en fait, de faire défiler des images, des paysages, des points de vue, qui font écho par des heureux hasards à ce qu'on a dans les oreilles. Et je trouve que ce truc-là du corps en action, à la fois très solitaire et à la fois en lien virtuel avec d'autres, et complètement plongé dans un récit. Enfin, c'était un peu plus qu'un livre audio, puisqu'on était en direct ensemble, donc il y avait quand même cette sensation-là de savoir que d'autres gens vivent la même chose en même temps. Mais ça existe très fort, je trouve, avec les podcasts ou les livres audio déjà. Tout à coup, ça aurait pu se passer là, quoi, et on marche comme ça dans un espèce d'espace seul. Bien sûr, il peut y avoir un peu les fantômes de ce récit qui apparaissent au détour d'un chemin ou quelque chose comme ça, et de c'est nous qui allons à la recherche tout à coup d'un point de vue hyper bouché, et puis hop, on tourne le sentier et on se retrouve avec une perspective très 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 soit très profonde, puis après on repasse, et puis là tout à coup c'est quelque chose de très ouvert, tout à coup on passe en sous-bois, enfin voilà, tous les changements de lumière, de sensations spatiales, etc. En fait, elles sont amenées par nous, et c'est seulement elles sont amenées par notre déplacement à nous. Et ça m'a apporté une sensation de spectateur que j'avais jamais eue, je crois, et qui était assez agréable, et que j'aimerais bien développer par la suite. Enfin, il se trouve que ce projet-là, finalement, va sûrement avoir lieu dans 2 versions, une version scénique et une version balade. Mais bon, là où on sera plusieurs, et on sera en direct avec une actrice qui lira vraiment le texte. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a très agréablement surprise dans ce déroulement du récit et de la pensée par la marche, que je trouvais très beau.
Ça me fait penser à Guy Debord, qui est quelqu'un qui a beaucoup théorisé autour de cette question-là de la dérive, mais comment tu traverses un lieu et comment tu le revois. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, je vis la même chose par rapport au paysage et à la neige qui peut tomber, aux feuilles qui peuvent tomber, ou même, au printemps, quand t'as les fleurs qui reviennent et que petit à petit, tu vas voir si elles sont apparues, si elles ont disparu, et ce changement au fil du temps long. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps long et la présence continue dans un espace pour co-créer avec celui-ci. Oui, c'est vrai, peut-être co-créer avec le paysage. Non, je sais pas ce que lui, on lui apporte, mais... Est-ce que... donc là, voilà, on a retracé un petit peu ton parcours. Et par rapport à la scénographie ou même d'autres choses en lien, est-ce que tu as des références que tu aurais envie de partager là aujourd'hui, qui t'intéressent et qui t'ont inspiré qui t'ont inspiré? Un artiste qui m'a beaucoup inspiré, c'est Thomas Sirchard, aussi, qui revient hyper souvent, qu'on a rencontré pas du tout personnellement, mais parce qu'elle a travaillé avec Gwenal Morin, on travaillait avec lui, et comme nous on avait rencontré Gwenal Morin dans notre formation, on a été un peu amenés à fréquenter cette esthétique, on va dire. Et étrangement, c'est des références qui reviennent hyper souvent pour moi dans les projets. C'est un artiste plasticien plutôt, mais voilà, il va beaucoup créer d'espace, beaucoup créer de petites scènes, de lieux de rassemblement, et c'est toujours une esthétique un peu de la pauvreté, avec des matériaux très bruts, du bois, beaucoup de scotch, beaucoup de messages écrits à la bombe, la signalétique, voilà, très cette sensation-là de j'aurais pu le faire moi-même, parce qu'en fait c'est que du bricolage et c'est très beau. C'est beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de lieux de rassemblement, de conférences, qui est le design en fait, enfin qui est dessine. Donc ça c'est une des références qui me quitte pas trop en fait. Ouais. Chaque projet il revient un peu sur le devant de la scène. Il y a un peintre aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter Doig, qui peint comme ça des paysages assez fous. Et un couple aussi de plasticiens, Simon Evans, qui travaillent beaucoup aussi sur les listes, l'accumulation, le collage. Ça m'a beaucoup inspiré aussi dans... Voilà, c'est pareil, il y a un truc très de l'autofictionnel que moi j'aime beaucoup, enfin pas de l'autofictionnel, mais comment dire, de l'intimité, où on parle de soi, on dit on fait les listes de ce qu'on a, de ce qu'on veut, et en fait l'accumulation de toute cette autoanalyse-là avec un style graphique qui est à la fois pareil, hyper pauvre, enfin tout est fait à la main, il y a peu de matériaux, précieux, peu de techniques en fait, et à la fois c'est la minutie et l'accumulation et l'obstination en fait qui crée quelque chose de grand et d'assez magnifique, l'accumulation de tous ces petits éléments qui se ressemblent. C'est vrai que ça m'a beaucoup, c'est un groupe d'artistes qui m'a beaucoup inspiré aussi. Alors il y a aussi Grayson Perry qui est qui est génial. Je sais pas si t'avais vu je l'avais vu cette expo là. À Londres, je m'étais trouvée par hasard à aller à la Serpentine Gallery. Ah oui. Et c'était dingue, j'avais adoré ce qu'il faisait. Oui, c'est génial, et moi je trouve que c'est très intéressant en scénographie, ce rapport-là d'échelle, mais il y a un peu ça chez Simon Evans ou même chez Thomas Sirchard, il y a quelque chose d'assez grand, enfin tu vois, une énorme tapisserie, ou même t'es dans un espace qui est un peu scénographié de son expo, et c'est cette relation-là entre l'accumulation et le détail, quoi. Tu vois, un détail qui va te parler, qui va te permettre ensuite de lire différemment toute l'œuvre, toute la pièce. Et ça, je trouve que dans le décor, c'est vachement important aussi, quoi. À la fois, on pense tout un dispositif, et à la fois, c'est, la couleur de la chaise, ou un petit, tu vois, une tasse ou sur laquelle il va y avoir marqué un message secret, ou j'en sais rien. Et que c'est tout ce rapport-là entre, un petit truc qui va accrocher l'œil, ou qui va tout à coup porter un récit énorme en 3 cm², quoi, où là on aura mis toute l'histoire d'un personnage, même une référence à autre chose, enfin je sais pas, quelque chose, un mini monde en fait sur un tout petit objet, et à la fois c'est intégré dans un truc beaucoup plus grand, quoi, mais je trouve que c'est très très inspirant pour le travail de scéno. Merci à Charlotte Arnaud d'avoir partagé avec moi ses possibles scénographies à elle.
Merci également pour la confiance qu'elle m'a accordée pour ce tout premier épisode. J'espère que cet échange vous a plu, inspiré, questionné. Vous pourrez découvrir les images de son travail sur son Tumblr, charlotte-tumblr.com. Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. La musique est de Anna Lampsous. Merci pour votre écoute et à bientôt.